Cette demeure, autrefois magnifique, située dans l'ancienne province allemande de Basse-Silésie, a été envahie par l'armée rouge dans les derniers jours du Reich d'Hitler. Elle est aujourd'hui en territoire polonais. Après la guerre, les soviétiques ont découvert que ces murs décrépits abritaient d'étranges dossiers nazis top secrets. Cette bâtisse avait été utilisée par les SS, les redoutables services secrets d'Heinrich Himmler, l'organisation qui a dirigé les camps de la mort dans toute l'Europe. Les dossiers SS regorgeaient de détails sur les exécutions et la torture. Mais ces archives n'étaient pas celles des atrocités nazies. Il s'agissait de documents datant de plus de 100 ans sur les procès et la persécution des sorcières. L'homme de main d'Hitler, Heinrich Himmler, avait secrètement constitué la documentation la plus complète du monde sur les procès en sorcellerie. Le chef de la SS avait ainsi récupéré des archives sur le continent américain, ainsi qu'en Allemagne, en Russie et même en Inde. Le dossier Enquête spéciale sur les sorcières a été transféré dans des archives à Poznan, où les services secrets polonais ont eu le plus grand mal à le décoder. Bizarrement, cette enquête sur les sorcières de l'Office central de la sécurité du Reich était menée dans le plus grand secret. Les chercheurs demandaient à consulter les archives qui les intéressaient sous des prétextes scientifiques divers. Himmler mène d'autres recherches dans un but concret, trouver la preuve d'une supériorité de la culture germanique dans le passé. La vision du monde d'Himmler s'appuyait sur une certaine idée du peuple arien, sur des mythes séculaires autour de la race aryenne. Il a employé des anthropologues, des historiens et des géographes pour obtenir la preuve de la suprématie de la race aryenne. Les recherches d'Himmler ne sont pas exclusivement académiques. Il s'intéresse également aux sciences occultes. Des symboles mystiques côtoient les insignes militaires traditionnels sur les sinistres uniformes noirs de CSS. La fameuse tête de mort que les SS portaient sur leur casquette était en fait un vieux symbole militaire allemand que les Prussiens ont été les premiers à porter au début du 19e siècle. En fait, cette Totenkopf était portée en hommage à un duc allemand décédé. Et ce sont les nazis qui lui ont donné un sens véritablement lugubre. Il essayait de créer une sorte de culte artificiel SS. Son ambition a été d'instaurer une cohésion très forte au sein de la SS pour lui donner l'apparence d'un corps d'élite et la distinguer des autres organisations nazies. Tout comme leurs uniformes, les rituels d'inspiration païenne auxquels ils se livraient étaient taillés sur mesure. Durant les cérémonies de solstice, feux sacrés et discours solennels étaient de mise. Le solstice d'hiver était célébré quelques jours avant Noël. Le rituel des solstices est un parfait exemple du folklore nazi. L'intention d'Himmler et de ses acolytes était de remplacer dans leur pays la religion chrétienne par un nouveau type de mysticisme reposant sur d'anciennes légendes ésotériques allemandes et sur des religions nordiques, où il était question d'Odin, de Thor et de runes. Les lettres SS apposées sur les cols des uniformes ont de faux airs de symboles runiques. Et un autre symbole d'origine nordique, appelé Soleil Noir, a également été incrusté dans le sol du château de Wewelsburg. Cette ancienne résidence secondaire des évêques de la Renaissance est devenue le temple d'un nouveau culte, celui de la race des seigneurs. La sorcellerie, les rites mystiques et les runes peuvent être perçus comme les fruits d'un délire fantasque. Mais ce décorum nazi a été mis en place par Heinrich Himmler pour servir un objectif très sérieux: rallier des légions de jeunes Allemands au culte SS de la mort. Le chef des SS est issu d'une famille catholique de classe moyenne.
Le chaos économique, politique et social dans lequel s'est retrouvée l'Allemagne après la Première Guerre mondiale a ébranlé les idéologies traditionnelles. Comme de nombreux jeunes Allemands, Heinrich Himmler se convertit au nazisme. Il abandonne sa foi catholique pour donner dans l'occulte. En ces temps troublés, les idées nationalistes comme l'idéologie germanique d'Himmler se substituent aisément à la religion. Cette idéologie germanique était séduisante aux yeux de nombreux Allemands, surtout des jeunes, car après la guerre, la chute de l'Empire allemand avait fait naître le besoin de retrouver une nouvelle identité nationale. Beaucoup essayaient de renouer avec les racines du germanisme et pensaient les retrouver dans une sorte de passé mystique. Himmler veut des preuves de ce passé mystique. Un site naturel de légende, celui des Externsteine, près de Paderborn, est alors placé sous la protection des SS. C'est une formation géologique impressionnante qui, pendant des siècles, a été vénérée comme un haut lieu mystique, parfois même par les chrétiens. Et Himmler l'a considéré comme un outil de plus qu'il s'est approprié pour alimenter le mysticisme effréné de sa religion nazie. La foi chrétienne est donc l'ennemi de la culture et de la race germanique. Avec l'approbation d'Hitler, le chef des SS pourrait riposter. Mais le Führer n'est pas convaincu par la virulente croisade antichrétienne d'Himmler, ni par ses recherches sur un passé mystique. Hitler avait peu de temps à perdre avec les obsessions absurdes d'Himmler. Il lui a même reproché de vouloir remplacer le christianisme, qu'il considérait comme une forme de mysticisme, par une autre religion. Il lui a dit ouvertement « À ma mort, je ne veux pas devenir une sorte de saint des SS. Je me retournerai dans ma tombe. » Il estimait que les activités pseudo-religieuses d'Himmler et son acharnement à essayer d'ébranler la position de l'Église en Allemagne étaient trop prématurés et qu'il n'avait pas lieu d'être en période de guerre. C'est pourquoi il a essayé à plusieurs reprises de l'en dissuader. Suite aux objections du Führer, c'est dans le plus grand secret qu'Heinrich Himmler poursuit ses recherches sur les sorcières à partir de 1935. Des agents de la SS écument les bibliothèques et les archives à la recherche d'éléments sur la persécution des sorcières. Ils utilisent de fausses identités pour brouiller les pistes. Leur chef veut une preuve des atrocités commises par les chrétiens à l'encontre des tribus germaniques, mais les dates ne coïncident pas. Les chercheurs affectés à ce dossier ont également constaté que la plupart des chasses aux sorcières n'avaient pas eu lieu au Moyen-Âge, et encore moins au début du Moyen-Âge, quand les tribus germaniques existaient encore, mais au début de l'époque moderne. Une découverte qui laisse fortement penser qu'elle n'était pas dirigée contre la religion germanique, puisqu'elle n'existait plus à cette époque. Même si les recherches n'aboutissent pas, le chef des SS tient à les poursuivre. Dans les registres figure une certaine Margaret Himmler de Markelsheim, brûlée pour sorcellerie le 4 avril 1629. S'agissait-il d'une ancêtre d'Himmler? Personne ne l'a jamais su. Et on ignore si le chef des SS en était convaincu ou non. En revanche, une chose est sûre, ces recherches secrètes sur les sorcières sont menées avec beaucoup de zèle. En 1944, plus de 30 000 fichiers ont été méticuleusement classés. Pour ceux qui ont étudié l'homme et ses motivations, Himmler était bien plus qu'un simple partisan d'une idéologie germanique mystique. Heinrich Himmler n'était pas un homme ordinaire. En fait, il était extrêmement intelligent, appliqué et travailleur. Il savait organiser les institutions et les hommes, et il était très doué pour gérer et évidemment manipuler ses subalternes. Bien sûr, il était animé par des ambitions personnelles et cette idéologie germanique a joué un grand rôle. Mais je crois que c'était avant tout un politicien. C'est cette combinaison explosive et extrêmement efficace qui l'a propulsé au sommet. En 1929, Himmler n'est encore qu'un humble rouage du parti nazi. La Schutzstaffel, la SS, n'est alors qu'un petit groupe d'1 millier d'hommes.
Elle assure la protection rapprochée d'Hitler et d'autres membres importants du parti. Mais le jeune homme, alors âgé de 29 ans, nourrit d'ambitieux projets. Ses troupes vont acquérir un statut particulier. Elles deviendront la garde d'élite du parti nazi. « Mon honneur et ma fidélité », peut-on lire sur la lame de leur poignard. Plus durs, plus loyaux et plus disciplinés que les autres, ceux qui portent la Totenkopf, la tête de mort, ont fait serment de loyauté et de courage jusqu'à la mort. Les jeunes gens se rassemblent sous des étendards qui portent le slogan « Allemagne, réveille-toi ». En 1931, le corps d'élite d'Himmler compte 10 000 recrues, dont la plupart sont issus de milieux instruits ou de la haute société et s'estiment supérieurs aux chemises brunes de la SA. Les ressorts psychologiques qui poussaient les jeunes à rejoindre la SS sont les mêmes que ceux qui les poussent aujourd'hui à rejoindre des forces d'élite telles que les SEAL de la Navy et la Delta Force aux États-Unis ou le SAS en Grande-Bretagne. Vous faites partie de l'élite et si vous appartenez à ces unités, c'est que vous êtes à la hauteur. Après l'accession au pouvoir d'Hitler en 1933, Himmler est nommé chef de la police de Munich et ses SS deviennent une sorte de force de police auxiliaire. L'une de ses premières initiatives est de faire construire le camp de concentration de Dachau. Le travail rend libre, affirme le slogan sur la grille d'entrée. Mais sous le règne des SS, il n'y a pas de place pour la liberté. Les détracteurs du régime sont emprisonnés sans jugement ni procès. La petite nièce d'Himmler, Catherine, est la seule descendante qui ait accepté de parler publiquement de lui et de son règne de terreur. Je crois qu'il avait un penchant certain pour le sadisme, mais je pense aussi que ce qui le motivait avant tout, c'était l'idée que tout ça devait être fait, que c'était son devoir, et que pour l'accomplir, il fallait parfois être inflexible et prendre des mesures sévères. Et ce n'était pas une attitude qu'il réservait à ses opposants. Il se comportait de la même manière avec ses propres hommes. Le règne de terreur d'Himmler à Munich a des retentissements dans toute l'Allemagne. Différents responsables régionaux font appel à lui pour faire respecter l'ordre politique. Fort de nombreux États tombés sous leur juridiction, Himmler et ses SS sont désormais en mesure de contrer leurs principaux rivaux au sein du mouvement nazi, les chemises brunes. La rumeur circule que ces derniers préparent un coup d'État. Depuis les années 20, il y avait une concurrence féroce entre deux organisations paramilitaires du parti, les chemises brunes de la SA et les chemises noires de la SS. Et Himmler avait réussi à mettre la SS dans une position telle qu'elle pouvait dorénavant servir de police interne pour réprimer les rebelles de la SA. Les chemises brunes de la SA sont commandées par Ernst Röhm, le deuxième homme le plus puissant du Reich. Même la SS d'Himmler est sous ses ordres. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, Röhm estimait qu'Hitler n'allait pas assez loin. Hitler a alors réalisé que la SA, très puissante à l'époque, représentait non seulement une menace pour ses propres prérogatives de dirigeant, mais que l'armée aussi se plaignait du pouvoir des chemises brunes. Il a donc fallu qu'il choisisse entre les forces armées et la SA, ce qui a donné lieu à la célèbre Nuit des longs couteaux, au cours de laquelle Hitler a littéralement anéanti l'hégémonie de la SA. Les SS d'Himmler sont déployés avec une efficacité redoutable pour éradiquer leurs rivaux. Quant à leur chef, Ernst Röhm, Hitler s'occupe de lui personnellement. Röhm ne s'attendait pas à ce que des longs couteaux se retournent contre lui. Il est en vacances dans une chambre d'hôte au bord d'un lac de Bavière quand le Führer et d'anciens compagnons d'armes font irruption, accompagnés d'un groupe de SS.
Arrêté sur le champ, il meurt le lendemain, abattu par un général SS dans sa cellule. Le chef des SS, Heinrich Himmler, a éliminé une menace qui pesait sur le commandement suprême d'Hitler. Par la même occasion, il s'est débarrassé de son plus puissant rival au sein du régime nazi. Une fois le commandant de la SA assassiné sur les ordres d'Hitler, Himmler se retrouvait en position dominante. Il avait éliminé ses principaux rivaux. Le congrès de Nuremberg de 1934 a lieu ce même automne. 1 an et demi après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Himmler est devenu l'une des grandes figures nazies. Sa SS compte désormais 200 000 hommes. Hitler soutient le chef de la sécurité. 2 ans plus tard, il lui confie le commandement de toutes les forces de police allemandes. Sur ces images, vêtu de son uniforme noir et marchant aux côtés d'Hitler, Himmler est littéralement devenu le bras droit du Führer. La SS était synonyme de sécurité absolue pour Hitler. Et son fonctionnement ne reposait pas sur le maintien de l'ordre, mais sur la terreur. Une arme qu'elle utilisait aussi contre la population allemande. C'est la nature imprévisible de cette terreur qui rendait la SS si efficace aux yeux d'Hitler. Même les gens qui faisaient de simples blagues ou de petits fauteurs de troubles pouvaient soudain se retrouver dans la ligne de mire des SS. Les agents d'Himmler, ses yeux et ses oreilles, sont partout. Personne n'est à l'abri. Même ses amis et ses alliés du parti craignent le chef de la SS, qui détient le pouvoir d'interférer dans les affaires privées de tous les acteurs du Reich. Mais Himmler a veillé à protéger sa propre vie privée. Peu de gens sont au courant de sa relation secrète et des lettres qu'il reçoit et qui se terminent par « Ne m'oublie pas ». Elles sont signées avec l'une de ces runes germaniques que le chef de la SS affectionne tant, l'un des symboles gravés sur sa fameuse bague à tête de mort. Son attitude envers les femmes semble avoir évolué au fil de sa carrière. Dans les années 20, son frère et son meilleur ami avaient trouvé une compagne, tandis que le jeune Heinrich, alors étudiant, avait du mal à trouver l'amour ou même une aventure. Il se qualifiait lui-même de mercenaire solitaire, suggérant ainsi dans son journal qu'il préférerait se battre plutôt que de coucher avec une femme. Même pendant ses études, il s'était lui-même imposé une abstinence totale jusqu'au mariage. Tout indique qu'avant de rencontrer son épouse, il n'avait eu aucune relation sexuelle avec une femme. Il est fort possible que cette décision ait été due à un profond manque d'assurance dans ses relations avec les femmes. Il ne savait pas comment s'y prendre, ni comment se comporter en leur présence. Il finit par surmonter ses appréhensions avec une infirmière, Margaret Boden, de 7 ans son aînée. Ils se marient en 1928 et ont une fille, Gudrun. L'homme qui s'apprête à orchestrer un massacre d'une ampleur phénoménale était un père de famille attentionné surnommé Heini. Heini a toujours été un oncle gentil qui s'intéressait aux enfants, à ce qu'ils faisaient et qui leur offrait des cadeaux. Bref, un oncle adorable. Et il semblerait qu'il se soit comporté de la même manière avec sa fille. Apparemment, elle aimait aussi beaucoup son père et avait toujours hâte de le voir. Dans le journal de Marga, on peut voir avec quelle impatience elle attendait de voir ce père qui lui manquait tant. Le travail n'était pas la seule chose qui retient Heinrich Himmler loin de son foyer. Au début de l'année 1937, une jeune fille d'une vingtaine d'années a été embauchée pour devenir sa secrétaire. Hedwig Pothast remplit bien vite une toute autre fonction. Physiquement, elle avait l'avantage de la jeunesse. À ce qu'on dit, elle était très belle. Elle avait 12 ans de moins qu'Heinrich Himmler, soit 19 ans de moins que Marga Himmler. Et elles avaient toutes les deux des personnalités très différentes. Le divorce étant inenvisageable pour Himmler, il adopte une solution très opportune, faire des relations extra-conjugales un devoir des SS.
Himmler a annoncé à ses hommes que le plus important était de faire des enfants pendant la guerre, que ce soit dans le mariage ou non. C'est donc à ce moment-là qu'a émergé l'idée d'un éventuel second mariage. Une idée selon laquelle il était légitime que les SS abandonnent leurs femmes s'ils trouvaient des partenaires plus séduisantes et plus fertiles. Donc, au moment où il défendait ses idées, il avait lui-même une maîtresse. Himmler souhaite voir naître une race d'élite au sein de la SS. Au passage, cela lui permet de justifier sa relation extra-conjugale. Quand l'Allemagne envahit la Pologne en 1939, des unités SS sont également envoyées au front. Himmler craint que ses troupes d'élite les plus vaillantes ne tombent avant d'avoir eu l'occasion d'engendrer la future race des seigneurs. En octobre 1939, il émet un ordre de procréation. Concevoir des enfants dans le mariage ou hors mariage devient aussi important que d'éliminer l'ennemi. Himmler voyait la SS comme le berceau d'une nouvelle race de seigneurs. Il ressemblait un peu aux méchants des films de James Bond. Il avait vraiment l'intention de créer une race supérieure qui dominerait le monde. Et il voulait que les SS de race pure, entre guillemets, ceux qui étaient capables de retracer leurs origines jusqu'en 1750, se reproduisent le plus possible. Il a donc mis en place le programme Lebensborn, qui prévoyait notamment des établissements où les SS étaient invités à se rendre pour coucher avec les femmes qui y résidaient. Mais des officiers allemands conservateurs estiment que la politique d'Himmler menace les valeurs familiales traditionnelles. Le chef des SS doit donc faire publiquement marche arrière, mais dans ses rangs, le fameux ordre de procréation reste d'actualité. L'idée d'un second mariage n'a jamais été abandonnée par les SS, mais ils l'ont gardée pour eux. Après les critiques des officiers conservateurs, elle n'a plus jamais été évoquée publiquement. Himmler doit garder le secret sur les relations extra-conjugales, y compris la sienne. De sa liaison avec sa secrétaire est né un fils. Il voit le jour à la clinique de Hohenlychen, au nord de Berlin, en février 1942. De cet établissement autrefois réservé aux plus éminents nazis, il ne reste plus aujourd'hui que des couloirs décrépits et silencieux. Voici la seule photo connue du fils illégitime du chef de la SS. Sur son certificat de naissance, l'espace réservé au nom du père est resté vide. 2 ans plus tard, Himmler reconnaît officiellement l'existence de son fils et d'une deuxième fille. Sa deuxième famille est tenue à l'abri des regards dans une maison isolée des Alpes. C'est là le prix que doit payer la secrétaire d'Himmler. La famille d'Edwig Potthast est horrifiée. Non pas par l'identité du père de ses enfants, mais parce qu'ils sont le fruit d'une relation extra-conjugale. La jeune mère a dû abandonner son poste de secrétaire et ne voit son amant que de temps en temps. Himmler est occupé à orchestrer un massacre, qu'il voit simplement comme l'élimination des sous-hommes que sont les ennemis du Reich. Il est décidé à établir un nouvel ordre mondial sous le drapeau noir de la SS. Le château Renaissance de Wewelsburg en sera le centre névralgique. Himmler voulait faire du château de Wewelsburg, qu'il avait loué pour 100 ans, un centre opérationnel pour son culte SS. Il l'avait paré de toutes sortes de runes nazies. Il y avait un soleil noir au sol. Il avait aussi installé une table semblable à celle de la légende arthurienne, entourée de 12 chaises. Si l'Allemagne gagnait la guerre, Himmler voulait faire de Wewelsburg une sorte de centre de formation SS, où les élèves se verraient dispenser un enseignement nazi quasi religieux. Cet endroit devait devenir le berceau spirituel du mysticisme nazi. Mais il n'y a rien de mystique dans les projets funestes qu'Himmler présente aux officiers supérieurs SS qu'il a rassemblés à Wewelsburg en 1941, juste avant que l'Allemagne n'envahisse l'Union soviétique. Ces déclarations ne laissent plus aucun doute sur la nature du combat qu'il veut livrer à l'Est.
Il a ouvertement parlé d'une vaste opération d'extermination massive, prétextant des raisons de sécurité et la nécessité d'exécuter les ennemis du Reich. Mais tout le monde avait compris qu'au final, il demandait aux personnes présentes à la réunion de se livrer à un massacre d'une ampleur sans précédent. Himmler a l'intention de constituer le grand Reich allemand qu'Hitler a imaginé. Cet empire doit s'étendre de la mer du Nord à l'ouest, à la mer Caspienne à l'est. Mais dans ce projet, il n'y a pas de place pour les Juifs, les bolcheviks, les tziganes et autres indésirables. La marche vers l'est commence le 22 juin 1941, date à laquelle l'armée régulière allemande, la Wehrmacht, envahit l'Union soviétique, suivie par les unités SS pour combattre et anéantir le bolchevisme et le judaïsme. Himmler s'était forgé une idéologie bien structurée. Il se voyait comme le soldat d'une guerre raciale menée pour défendre le Troisième Reich contre ses ennemis. Il se devait d'éliminer ses ennemis et le peuple juif figurait en tête de liste. L'armée allemande et les Waffen-SS combattent l'armée rouge au front. À l'arrière, en territoire conquis, des groupes d'intervention SS remplissent leur mission d'extermination. Au départ, ils rassemblent les hommes, en particulier les Juifs, pour les exécuter. Très vite, le massacre s'étend aux femmes et aux enfants. L'Holocauste a commencé. Aucun ordre écrit n'a jamais été retrouvé, mais l'historien Peter Longerich pense avoir compris comment le chef des SS orchestrait l'extermination. Aucun ordre écrit ne devait les incriminer, lui ou ses hommes. En Union soviétique, les unités d'intervention de la SS ont commencé par exécuter les hommes en âge de servir l'armée, puis tous les hommes, et ensuite les femmes et les enfants. J'ai essayé de reconstituer le mode de transmission des ordres aux unités, et je pense qu'Himmler utilisait un système particulier. Il donnait des instructions générales, assez vagues, puis il attendait de voir si ses hommes avaient suffisamment d'intuition pour comprendre ce qu'il attendait d'eux. Ensuite, il se rendait sur place pour s'assurer qu'ils avaient bien compris. Si aucun ordre écrit n'a été retrouvé, les nombres des victimes dans chaque cas ont quant à eux été soigneusement archivés. Ce système d'instructions vagues et indirectes, puis de visites pour les confirmer, signifiait qu'Himmler voulait se protéger, lui et ses unités SS meurtrières. Même s'il opérait sous le régime d'une dictature qui menait une politique de terreur, ses agissements restaient illégaux et violaient les lois allemandes et internationales. Une fois qu'Himmler a fait parvenir ces vagues indications par la voie hiérarchique et que les exécutions ont eu lieu, les zones concernées sont déclarées Judenfrei, sans juifs. Il s'était aventuré en territoire inconnu. Personne ne savait ce que ça représentait d'exécuter des centaines de milliers de personnes en quelques mois. Et il savait parfaitement qu'il agissait dans l'illégalité. Des historiens comme Peter Longerich pensent que le même système d'instruction flou était utilisé par Hitler pour ordonner les massacres de l'Holocauste. Encore une fois, aucun ordre écrit n'a été retrouvé. Mais dans un discours de 1943, Himmler laisse supposer qu'il était autorisé à tuer des hommes et leurs enfants. Là encore, j'ai décidé d'adopter une solution claire et nette. Je ne pouvais pas être en droit de tuer des hommes et laisser à leurs enfants la possibilité de se venger une fois devenus adultes. Himmler a affirmé qu'il se sentait en droit d'étendre les exécutions aux femmes et aux enfants en Union soviétique. Il n'a pas dit qu'il en avait reçu l'ordre direct d'Hitler, mais qu'il était en droit de le faire, ce qui illustre parfaitement le système utilisé par Hitler. Il donnait des instructions générales, des signaux vagues et attendait que l'un de ses hommes trouve une solution radicale. En l'occurrence, c'est Heinrich Himmler qui se porte volontaire pour mettre en œuvre une solution radicale.
Himmler a fait un discours dans lequel il a clairement expliqué que la SS et les forces de sécurité s'étaient engagées à anéantir le peuple juif. Et comme pour se faire plaindre, il a expliqué que c'était une tâche très pénible et difficile, mais que les SS avaient la force nécessaire pour la mener à bien. Tous ceux qui ont entendu ce discours devaient savoir de quoi il parlait et devaient savoir que cette campagne d'extermination n'aurait pas pu avoir lieu si elle n'avait pas été autorisée par Hitler lui-même. Cette campagne qui s'étend à l'Est, au cours de l'été 1941, n'est qu'un début. Pour Himmler, l'extermination est juste un moyen de donner vie au Grand Reich allemand. À ses yeux, le massacre des Juifs d'Union soviétique n'était que la première étape d'un programme bien plus important, bien plus vaste, qui prévoyait l'extermination de millions de personnes sur les territoires occupés de l'Union soviétique. L'Holocauste devait être suivi de nombreux autres génocides. Fin 1941, Himmler travaille à la solution finale pour clore la question juive. Des hommes, des femmes et des enfants juifs vont être transportés depuis tous les territoires conquis vers l'Est. Les camps de la mort SS, comme Auschwitz, seront leur ultime destination. Plus d'1 million de personnes ont été gazées et brûlées rien qu'à Auschwitz. Et on estime à 6 millions le nombre de Juifs qui ont été victimes de l'épuration raciale orchestrée par Heinrich Himmler. De nombreux historiens pensent que ce n'était pas l'œuvre d'un psychopathe, mais d'un homme ambitieux, déterminé à remplir ce qu'il considérait comme une mission vitale pour son pays. Heinrich Himmler n'était pas un psychopathe. Il se considérait comme un soldat qui menait une guerre raciale contre les Juifs et le bolchevisme et qui devait se battre impitoyablement jusqu'à la victoire. Il n'y avait rien de pathologique à ce comportement. Au contraire, il obéissait à une logique implacable et c'est bien ça qui le rend si effrayant. Mais le combat d'Himmler se solde par une défaite humiliante quand l'armée rouge rattrape ses hommes. Son cher Führer est obligé de se réfugier sous terre dans son bunker de Berlin. Lorsqu'il entend à la BBC un communiqué de l'agence Reuters, Hitler est furieux. Himmler hat nach einer Meldung Großbritannien und die Vereinigten Staaten nicht, aber der Sowjetunion bedingungslose Kapitulation angeboten. Hitler avait ordonné à ses troupes de se battre jusqu'au dernier homme et jusqu'à la dernière balle. Il voit dans l'offre de reddition d'Himmler l'ultime trahison de son serviteur le plus loyal. Le Grand Reich allemand est désormais en déroute. Les troupes alliées arrivent de l'Ouest, après le débarquement de Normandie qui leur a permis de percer le mur de l'Atlantique en juin 1944. La Wehrmacht et les Waffen-SS mènent un combat perdu d'avance sur 2 fronts, tandis que les Russes arrivent par l'Est. Un mois après le débarquement de Normandie, l'attentat à la bombe de von Stauffenberg ébranle le quartier général d'Hitler. Le Führer survit à la tentative d'assassinat, mais le chef de la sécurité n'a pas été à la hauteur. Les agents de la SS et de la Gestapo n'ont pas réussi à déjouer la conspiration. Peut-être Himmler en savait-il plus qu'on ne le pensait. Peut-être avait-il même fermé les yeux. Le mois suivant, le Premier ministre britannique Winston Churchill reçoit un message d'Himmler. Son contenu reste un mystère, car Churchill l'a gardé pour lui et a détruit le message. S'agissait-il d'une offre confidentielle? En Allemagne, Himmler continue à jouer son rôle de patriote endurci. Suite à la débâcle des SS au front, il enrôle des civils, des hommes âgés et des enfants pour une ultime tentative de résistance. Und einsehen müssen, dass ein Einbruch in Deutschland, selbst wenn irgendwo gelänge, für den Angreifer Opfer kostet, die für ihn dem nationalen Selbstmord gleichkommen.
Hitler ordonne à Himmler de prendre la tête de ce qui restait de l'armée allemande pour tenir le front de l'Est, mais encore une fois, Himmler échoue. En mars 1945, l'armée rouge n'est qu'à 60 km de Berlin. Himmler est déchu de son commandement à l'Est. Il se retire dans le sanatorium qui a vu naître son fils illégitime. L'homme qui a trompé sa femme a également trompé son chef. Là, il reçoit la visite du vice-président de la Croix-Rouge suédoise, le comte Folke Bernadotte. Par son intermédiaire, il espère pouvoir contacter les Alliés dans le dos d'Hitler. En échange, le chef des SS offre au comte d'autoriser des détenus des camps de concentration à émigrer vers la Scandinavie. L'architecte de l'Holocauste pense qu'il peut succéder à Hitler et se battre aux côtés des Alliés dans une guerre contre l'Union soviétique. Himmler a toujours eu une attitude très pragmatique et très utilitariste. Et à la fin de la guerre, il a dû penser qu'il pourrait utiliser les prisonniers des camps de concentration pour entamer des négociations avec les Alliés. Il devait se dire qu'il trouverait un nouveau rôle à jouer après la défaite de l'Allemagne, qu'il occuperait une fonction comme celle de commissaire délégué à la sécurité en Europe, par exemple. Cet espoir semble absurde à nos yeux, mais il ne faut pas sous-estimer l'ambition qui animait Himmler et sa capacité à changer de rôle. Himmler ne révèle rien de ses négociations à Hitler. Le Führer avait ordonné un combat à mort, sans reddition. Un mois avant son suicide, Hitler décore en personne les derniers défenseurs du Reich encore en vie, des adolescents des jeunesses hitlériennes. Tandis que les dernières troupes de soldats jeunes et moins jeunes s'épuisent sous les tirs vengeurs de l'armée rouge, Heinrich Himmler s'enfuit vers l'ouest. Hitler résiste depuis son bunker jusqu'au 22 avril 1945, date à laquelle il annonce que la guerre est perdue et qu'il n'a plus d'ordre à donner. Le chef des SS prend cette déclaration comme un signal et offre ouvertement la capitulation aux Alliés. S'agissait-il d'une trahison? Avait-il brisé le serment gravé sur les poignards SS? Himmler, comme tous ceux qui portaient la tête de mort SS, avait juré fidélité à Hitler jusqu'à la mort. Aux yeux du Führer, le chef des SS a effectivement brisé ce serment. Avant de se donner la mort, voici ce qu'il déclare. Avant de mourir, je bannis l'ancien ministre de l'Intérieur et chef des SS Heinrich Himmler du parti nazi et le démets de toute fonction officielle. Himmler a pris les devants au moment où il croyait que le Führer avait lâché les commandes. A-t-il vraiment trahi Hitler? Je crois que dans cette situation, Himmler pensait qu'Hitler n'était plus apte à réagir et qu'il était de son devoir de prendre cette initiative. Plusieurs jours après la proposition de capitulation d'Himmler, Hitler renonce à son Reich de 1000 ans et le rêve prend fin dans le bunker qui va devenir sa tombe. Plutôt que d'affronter les Russes, le Führer se donne la mort. Le chef des SS, lui, a fui Berlin depuis longtemps. Ses tentatives de négociation avec les Alliés ont échoué. Les vainqueurs ne veulent rien avoir à faire avec lui. La libération des camps de concentration comme Buchenwald révèle toute l'horreur des crimes contre l'humanité qu'il a perpétrés. Une grande partie des hommes qui ont exécuté ces ordres meurtriers sont arrêtés. Mais comme de nombreuses hautes autorités nazies, le chef des SS s'est lui-même mis à l'abri. Privé de son uniforme noir et de ses redoutables troupes, Heinrich Himmler est désormais recherché. Après un signalement à un poste de police de la ville portuaire de Lübeck, les autorités perdent sa trace. Himmler a même rasé sa moustache si caractéristique. Sa femme Marga et sa fille Gudrun sont retrouvées en Italie. Elles affirment n'avoir aucune idée de l'endroit où il se trouve. Elles ne le reverront plus jamais. Gudrun Himmler a suivi les traces de son père et est restée fidèle à la cause nazie. Après la guerre, elle s'est efforcée de protéger les vétérans SS et les criminels de guerre au sein d'une obscure organisation appelée
aide silencieuse. Mais en mai 1945, son père ne bénéficie d'aucune aide. Il se met à porter un cache sur l'œil pour éviter qu'on le reconnaisse. Il a toujours sur lui une capsule de cyanure à utiliser en dernier recours. Himmler finit par être capturé au nord de l'Allemagne par des troupes britanniques qui ne savent pas qui il est. Plusieurs options s'offraient à lui. Il aurait pu commettre un suicide spectaculaire, prendre la tête d'un bataillon SS pour lancer une ultime attaque, faire une déclaration retransmise par toutes les radios allemandes. Mais au lieu de ça, il a simplement essayé de prolonger sa vie de quelques jours en essayant de se fondre dans la masse des soldats allemands qui cherchaient à rentrer chez eux. Himmler est alors envoyé dans un camp de prisonniers de guerre. Il n'a toujours pas été reconnu. L'homme responsable du meurtre et de l'emprisonnement de millions de personnes se retrouve lui-même derrière les barbelés. Il ne faudra pas longtemps pour que son identité soit découverte. Il est transféré dans une villa de Lüneburg pour y être interrogé. On lui fait passer un examen médical. Comme il sait que le médecin risque de trouver la capsule de cyanure qu'il a cachée dans sa bouche, il la croque, libérant ainsi le poison. Cette issue est bien différente de celle qu'il avait promise à ses SS, puisqu'il était censé endosser l'entière responsabilité de leurs actes. Sa décision de se donner la mort au tout dernier moment, après avoir désespérément essayé de se cacher, a particulièrement déçu les officiers SS, car ça ne correspondait pas du tout aux principes et aux valeurs qu'il avait prônées pendant plus de 20 ans. Tout comme le rêve d'un grand Reich allemand, le chef de la SS, autrefois redoutable et tout-puissant, n'est plus. Himmler a été enterré dans une tombe sans inscription, dans une forêt du nord de l'Allemagne.